Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le bilan humain s'alourdit après l'incendie criminel et l'attaque perpétrée contre un hôpital de district situé à Kumba dans la région du sud-ouest. 4 morts, dont 2 malades brûlés vifs sur leur lit d'hôpital. Face à ces atrocités et ces actes barbares, le gouvernement accuse un groupe de rebelles séparatistes d'avoir commis ces actes qualifiés de barbares et de sauvagerie. Cependant, les explications du gouvernement peinent à convaincre la Commission des droits de l'homme. Elle juge insuffisantes les mesures prises autour des espaces publics pour les sécuriser dans les régions anglophones et elle se prononce sur la stratégie gouvernementale mise en place depuis près de 3 ans pour résoudre cette crise anglophone qui ne cesse de s'aggraver dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous en parlerons dans ce journal également. L'argent se fait rare sur les chantiers des infrastructures sportives destinées à abriter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Les entreprises de prestataires s'en plaignent. Le ministre de l'Habitat a pu faire le constat en visitant les chantiers d'aménagement urbain autour des sites devant abriter les infrastructures sportives relatives à la Coupe d'Afrique des Nations. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ces images du gouverneur de la région du sud-ouest qui s'est rendu à Kumba pour apprécier l'état dans lequel se trouve ce qui reste encore de l'hôpital de district. Selon le ministre de la Communication, cette formation sanitaire est presque entièrement consumée. 7 véhicules des personnels de l'hôpital ont été incendiés. Et le bilan humain fait état de 4 morts, dont 2 malades brûlés vifs sur le lit d'hôpital. Le gouvernement accuse les rebelles sécessionnistes d'être les auteurs de ces atrocités et actes barbares ayant causé la mort d'innocents Camerounais. Le ministre de la Communication adresse aux familles des victimes les condoléances les plus attristées du président de la République et du gouvernement, ainsi que leur souhait de prompt rétablissement aux blessés et aux malades transférés dans les autres établissements hospitaliers. Des instructions ont été données en vue de leur prise en charge rapide et optimale. Le ministre de la Communication rassure l'opinion que le gouvernement continuera à tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des personnes et des biens, ainsi que le retour à la paix dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Et précisons que le cortège du gouverneur du sud-ouest a été attaqué durant son déplacement pour Kumba. Des impacts de balles sont visibles sur plusieurs voitures faisant partie du cortège. Des blessés ont été enregistrés parmi les journalistes qui ont été conviés pour la couverture de l'événement. Officiellement, l'information n'a pas été confirmée. Et la Commission nationale des droits de l'homme est loin d'être convaincue par les explications du gouvernement à propos de cette attaque perpétrée contre l'hôpital de district situé à Kumba dans la région du sud-ouest. Cette commission juge insuffisantes les mesures de sécurité prises autour des espaces publics dans le chaudron de la crise anglophone. L'aggravation du climat d'insécurité illustre, selon la Commission des droits de l'homme, l'insuffisance de la stratégie gouvernementale mise en œuvre pour résoudre la crise. Cette commission se dit favorable à un appel à un cessez-le-feu dans les 2 camps engagés dans les affrontements dans les régions anglophones. Des précisions avec Rodin Gassi et Ike Cyril. À la suite de l'incendie criminel, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés condamne l'incendie de l'hôpital de Kumba, qu'elle considère comme une violation grave du droit humanitaire. Mais la CNDHL va plus loin en questionnant les mesures de sécurité dans une zone fortement militarisée du fait de la crise anglophone. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés regrette que des mesures de sécurité adéquates n'aient pas été prises pour protéger ce lieu stratégique. Demande à l'État du Cameroun de prendre des mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes et des biens, notamment dans les lieux de grande fréquentation. Dans une déclaration faite à Yaoundé, au lendemain de l'incendie de Kumba, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés questionne également les mesures prises jusqu'ici par les pouvoirs publics pour résoudre la crise anglophone.
La CNDHL trouve notamment contre-productif de demander à un groupe armé de poser les armes pour aller à la rencontre d'un autre groupe qui, lui, conserve ses armes. Nous voyons comment c'est difficile si les gens sont en confrontation et que vous demandez à certains de poser leurs armes et de venir vers les forces de défense et de sécurité. La solution aux yeux de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés est d'appeler à un cessez-le-feu afin que toutes les parties déposent les armes. C'est la Commission qui a déjà écrit au chef de l'État pour solliciter son intervention pour qu'il y ait cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu va faciliter le travail du comité d'immobilisation, des armements et réinsertion. Pour la CNDHL, les cartes sont entre les mains de Paul Biya, qui seul peut appeler à un cessez-le-feu pour mettre fin aux violences meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et la situation humanitaire qui se dégrade dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest préoccupe également le secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres était à Addis Abeba pour assister au sommet de l'Union africaine. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse qu'il a indiqué ses vives préoccupations, notamment celle des Nations Unies, au chef du gouvernement camerounais concernant la résolution de cette crise anglophone, mais aussi la situation de plusieurs hommes politiques, notamment celui du professeur Maurice Kamto, arrêté et placé en détention depuis une dizaine de jours. Je vous propose d'écouter le secrétaire général des Nations Unies. Je voudrais savoir quel est votre point de vue sur la situation des droits de l'homme dans la région du Nord-Ouest, de l'arrestation de certains opposants et ainsi de suite. Merci. Nous accompagnons avec beaucoup d'intérêt et préoccupation la situation que vous avez référée. J'ai eu aujourd'hui un dialogue, hier d'ailleurs, un dialogue avec le Premier ministre où on a discuté ces questions et il nous a promis que tout sera fait pour créer des conditions de respect des droits de l'homme et de dialogue pour que la situation puisse se normaliser. C'était le résultat de notre démarche avec le Premier ministre qui était avec nous hier soir. Et vous venez de suivre donc des précisions données par le secrétaire général des Nations Unies sur la pression exercée sur les pouvoirs publics camerounais afin que la situation des droits de l'homme soit davantage respectée sur le théâtre de la crise anglophone. Et durant la journée du 11 février, ils sont très peu nombreux des jeunes qui ont bravé la peur de cette journée déclarée ville morte, généralement dans les régions anglophones, pour assister au défilé marquant la fête de la jeunesse, ambiance dans le chaudron de la crise anglophone, un jour consacré à la fête de la jeunesse. C'est avec Jean-Paul Chouniat. À Santa, dans la région du Nord-Ouest, l'édition 2019 de la Fête nationale de la jeunesse connaît une célébration éclair dans une ambiance de ghost town. L'opération dite de ville morte, lancée dans les deux régions anglophones en crise. Deux curiosités marquent l'événement. La première, l'unique carré des militants du RDPC qui bravent ainsi la terreur pour accomplir leur devoir patriotique devant une tribune officielle bien vide. We'll not be happy for seeing our brothers and sisters that they pass away every blessed day. We'll plead with them. See, time don't come for think, for reflect, so that we together can live our normal life we will be living before and use other means in the way we know very much for express ourselves and express our grievances. Deuxième curiosité et non des moindres, la participation esselée d'un militant du SDF à ce défilé. Il exige un dialogue pour résoudre la crise sociopolitique qui paralyse les deux régions du pays. Si par exemple à Fontaine dans le Lébialem, Kumbo dans le Mbui, les festivités se limitent à l'exécution de l'hymne national, la population de Nkambe dans le Ndongamantoum a répondu massivement présent à la place des fêtes. Élèves du primaire et secondaire, partis politiques et associations défilent devant une tribune pleine à craquer. Le tout colorié de mouvements d'ensemble à l'exaltation de la ferveur patriotique et l'unité nationale. La jeunesse de Ndongamantoum ont bien suivi le discours du chef de l'État et se mobilisent pour contribuer à l'émergence de ces nations. Et à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, l'esprit du Ghost Town est omniprésent.
les menaces d'attaque réelles en dépit de la forte mobilisation des forces de sécurité. Sur la place de Commercial Avenue avec une tribune plus ou moins pleine, universités, établissements secondaires défilent au rythme des chants patriotiques, appelant à l'unité inébranlable du Cameroun. Autre lieu de célébration de la fête de la jeunesse dans le département du Nyong et Kélé. Là-bas, des jeunes se sont mobilisés pour participer à cette fête de la jeunesse. Les autorités en ont profité pour les sensibiliser sur les enjeux de la préservation de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. D'autres précisions dans ce reportage. C'est ce moyen de transport ferroviaire mis à la disposition des élèves des établissements scolaires des localités qui côtoient le rail pour se rendre au lieu du défilé à Messondo dans le département du Nyong et Kélé. En présence des autorités administratives, politiques et religieuses, les élèves ont marqué le pas, pancarte en main. Dans une ambiance de grand jour et se rappelant du message du chef de l'État à la jeunesse et dont l'un des volets était consacré à l'agriculture, des jeunes déjà accrochés à cette discipline ont été récompensés. Nous voulons donc profiter de cette occasion pour remettre solennellement les diplômes aux jeunes entrepreneurs de New Generation qui ont été formés par la coopérative agricole responsable du cacao dans le département du Nyong et Kélé. À Ezeka, chef-lieu du département du Nyong et Kélé, les élèves des différents établissements scolaires de la ville ont exercé la même activité, non sans donner leurs sentiments quant au message du chef de l'État du 10 février dernier. Qui a appelé les jeunes à se mobiliser pour former un Cameroun solide. C'est la jeunesse qui fait l'avenir au Cameroun de demain. Et je pense qu'ensemble, avec l'éducation, nous allons construire un Cameroun. Contrairement à l'année écoulée, l'autorité administrative a mis les petits plats dans les grands afin de magnifier la paix et le vivre ensemble. On a mis un peu de moyens pour que ça soit un peu plus grand que l'année passée, avec le message de l'unité nationale, de l'intégration nationale, de vivre ensemble. Le 11 février 2019 aura été un moment particulier pour la jeunesse de Messondo et du Nyong et Kélé en général. Et en marge de cette célébration de la fête de la jeunesse, plus d'une trentaine de jeunes ont été interpellés dans certains arrondissements de Douala. Ils portaient des t-shirts sur lesquels étaient inscrits des messages qui ont sémé la confusion et la panique parmi les autorités administratives qui ont donné l'ordre pour que les forces de maintien de l'ordre les arrêtent et les placent en détention. Sur les circonstances de cette arrestation d'une trentaine de jeunes en marge de la fête de la jeunesse à Douala, je vous propose de suivre Jean-Marc Ekwa Mbarga, qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e. S'agissant d'une fête qui concerne un défilé, il y a une commission du défilé. Et la commission du défilé a pour mission de recenser tous les établissements scolaires, des associations de jeunes qui veulent prendre part au défilé dans le cas spécifique, la fête de la jeunesse. Il se trouve donc que dans le répertoire que la commission du défilé avait pas ces jeunes-là qui arboraient des tricots où on pouvait lire Youf et Flemme, jeunesse de feu ou en feu, je ne sais pas trop. Derrière les t-shirts, on pouvait donc lire, publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre et réveiller les héros. Pour les gens qui sont des spécialistes de la chose biblique, il semble qu'il s'agit d'un verset biblique. Mais vous-même, vous voyez, pour eux, le profane qui lit ça et dit préparer la guerre et réveiller les héros, ça fait tiquer quand même les forces de maintien de l'ordre qui étaient aux alentours de ces jeunes. Et ils ont donc été interpellés pour qu'on comprenne bien ce que cela voulait bien dire, parce qu'ils n'ont pas été enregistrés, ils n'étaient même pas regroupés à un endroit comme pour dire une association va prendre part au défilé. Ils étaient un peu éparpillés et ils avaient ces t-shirts dans leur sac et arrivés à la place du défilé, ils les enfilaient. Les forces de l'ordre les ont interpellés pour aller examiner, comme on le dit dans le langage technique, leur situation et en savoir plus. Est-ce que c'était des jeunes d'un parti politique, puisque vous savez que le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a interdit le défilé des jeunes des partis politiques? Vous venez donc de suivre des précisions données par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e. Alors que le chef de l'État s'est félicité de la construction des centres de formation professionnelle dans certaines villes du Cameroun, ils sont nombreux des jeunes en Koteng qui souffrent le martyre et pour cause, le centre multifonctionnel de Koteng est dans la décrépitude.
et ils ont du mal à pouvoir bénéficier d'une insertion socio-professionnelle. Et pour cause, il y a l'insuffisance de matériel didactique. Le constat a été fait du côté de Nkotin. C'est dans ce reportage de Charles Mevingui et Marcelin Gansop. Les échos de la voix résonnent dans une salle vide. Nous sommes dans l'enceinte du centre multifonctionnel de promotion des jeunes d'un Nkotin, une structure de formation et d'encadrement de la jeunesse qui se résume à ce bâtiment et rien d'autre. La difficulté d'abord, c'est que beaucoup de jeunes sont déçus du CMPJ parce qu'après, ici, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et ensuite, on a des grands bâtiments qui ne sont pas du tout. On n'a rien du tout. On ne produit rien au niveau du CMPJ. Les ateliers ne sont pas fournis. L'atelier de couture, on n'a pas. On n'a ni machine à coudre, ni atelier de cuisine. On n'a rien du tout. Les postes à souder, atelier de chaudronner, on n'a rien du tout. On a des salles vides. Bien curieux pour une structure qui est censée offrir une formation de qualité aux jeunes afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle. On a la mécanique, on a l'hôtellerie-restauration, on a la chaudronnerie, on a la couture, on a l'auxiliaire de vie, on a l'informatique. On a aussi l'alphabétisation parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent et des mamans qui viennent ici pour se faire alphabétiser. Maintenant, comme on n'a pas de matériel, les apprenants partent en ville pour compléter leur formation. Faute d'équipement et d'ateliers pratiques, les apprenants sont obligés de recourir à l'expertise extérieure. Ceux qui font couture se forment dans des ateliers en ville. Nous avons signé des petits contrats aussi avec la Sosucam qui nous forme les chaudronniers parce qu'on a la chaudronnerie, qui nous forme les soudeurs. Nous avons des garages témoins, ceux qui font mécanique là-bas. Nous formons des auxiliaires de vie qui font en soins infirmiers dans les hôpitaux. Difficile dans ces conditions de faire le suivi nécessaire. Question de s'assurer de l'assiduité des apprenants et de la qualité des stages pratiques qui leur sont offerts. Faire la navette entre la ville et ici, ça fatigue. Parfois l'enfant ne se retrouve pas et l'enfant rentre. Il y a des mamans qui veulent se former. Faire de la navette entre la ville et ici et parfois ils arrivent dans les ateliers de couture. On n'a pas ce suivi là-bas. Nous sommes ici. Parfois les formateurs nous disent tel n'est pas venu aujourd'hui, tel a fait ceci. On n'a pas la possibilité de les suivre. Le CMPJ de Nkotin n'a pas de personnel. On ne peut rien faire puisque nous-mêmes on n'est pas formés. Je ne suis pas couturier, je ne suis pas chaudronnier, Donc à un moment donné, on se trouve buté. Le centre multifonctionnel de promotion des jeunes d'un Nkotin va mal, incapable qu'il est de remplir ses missions régaliennes. Juste un bâtiment, sans aucun équipement ni matériel didactique. C'est à se demander de qui se moque le gouvernement, et notamment le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Évoquons à présent ces multiples cas d'enlèvement observés dans la région de l'Adamawa. Après la visite du ministre de l'administration territoriale, les populations victimes crient leur colère, déplorant l'absence de la part des autorités administratives pour les encadrer, mais aussi pour les protéger contre ces multiples cas d'enlèvement. Reportage avec Jean-Blaise Noupayé et Gladys Sidi. Je m'appelle M. Issoufa Aboubakar. Je suis praticien. Tout le monde ici pense que 90% me connaît à Longueuil. J'ai été enlevé pendant 1 mois et demi dans une maison ici à Longueuil, 45 jours. J'ai porté plainte partout et j'ai connu des banquiers. Mais ils n'ont jamais été compris. Des témoignages qui font froid dans le dos, qui décrivent à suffisance l'horreur vécue par les populations de l'Adamawa suite aux vagues d'enlèvement enregistrées dans cette région. Maroussana, notable du village de Kotoulou, dont le chef est kidnappé actuellement. Il y a des choses qui se passent ici, personne ne parle. Personne. Nous les pauvres, on n'a pas de voix. Ils ont pris un diauro aujourd'hui. Demain, ça sera un autre diauro. Après demain, un autre diauro. Ça sera sous le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Nous ne voulons pas ça. Dites aux administrateurs de collaborer avec le peuple. Nous les pauvres, collaborons ensemble. En plein milieu, on m'a trouvé dans ma maison. On m'a pris tous mes argent, 2 millions. On m'a pris pour aller dans la bouche, 6 jours avec. Et on m'a tapé jusqu'à fatiguer. Jusqu'à maintenant, je souffre. Je n'ai même pas maintenant à manger, mais pour
donner mes enfants, tous maintenant c'est ça. Ces populations victimes et même certaines autorités dépassées par ce phénomène ont profité de la visite du ministre de l'administration territoriale pour appeler à l'aide. Nos populations ne peuvent plus vaquer paisiblement à leurs occupations. Commerce, agriculture et surtout élevage. Les chiffres donnent froid au dos. Près de 70 personnes tuées dans la Damawa. Dans le seul arrondissement de Djom, pour la même période, près de 35 personnes ont été prises en otage. 27 ont été libérés contre rançon de 35 700 000. 8 ont été libérés par nos forces de défense et de sécurité. Près de 400 têtes de bœufs ont été emportées. Mais surtout, et hélas, 23 personnes ont été tuées. C'est entre autres pour rassurer les populations apeurées, renforcer le matériel utilisé par les équipes d'autodéfense et surtout pour mettre en garde les ravisseurs qui s'étaient érigés en véritable maître des lieux que le ministre de l'administration territoriale a fait le déplacement. Je suis venu essuyer vos larmes parce que ceux qui ont perdu de l'argent, perdu du bétail, perdu les biens, ceux qui ont été endeuillés. Les imams qui sont ici, les jaouros, les chefs traditionnels, chacun d'eux et tous les autres, les comités de vigilance qui font déjà un bon travail, ils doivent collaborer avec les autorités administratives. C'est très important. Ces dernières semaines, les preneurs d'otages ont fait parler d'eux dans la région de la Damawa, avec des cas d'enlèvement et même des tueries qui ont créé la psychose au sein de la population. Le chef de l'État a envoyé des forces spéciales de la gendarmerie dans cette région afin de mettre un terme à ces cas d'enlèvement et ces ravisseurs qui défraient la chronique et créent la psychose dans certaines localités de la région de la Damawa. Et restons dans le Grand Nord pour évoquer des opérations de soutien à la paix qui sont une préoccupation majeure en Afrique subsaharienne et pour améliorer la planification de niveau stratégique des forces de sécurité et de défense. Une mission d'études s'est déroulée à Garoua dans le cadre du 5e brevet d'études supérieures de sécurité. C'est une formation dispensée à l'École internationale des forces de sécurité sous la conduite du général de brigade, directeur général de EI-Force, des hauts cadres de la police, des officiers supérieurs des gendarmeries du Mali, du Congo et du Cameroun ont confronté leurs connaissances avec la réalité du terrain. Ce stage qui s'est déroulé à Garoua leur a permis de comprendre les enjeux d'une gestion interministérielle de crise et d'améliorer leur performance dans des opérations de soutien à la paix sur le continent africain. Évoquons à présent ces infrastructures destinées à abriter la CAN 2021 au Cameroun. Les travaux sont aux arrêts dans certains chantiers pour cause. Les entreprises prestataires se plaignent de l'absence des financements attendus pour pouvoir poursuivre les travaux. Le ministre du Développement urbain et de l'Habitat a fait le constat ce jour à Douala. Des précisions dans ce reportage que signe Sylvestre Hippolyte Zangaou. Arrivé à Douala pour visiter les chantiers en cours dans la capitale économique du Cameroun, Célestine Ketia-Cortez emprunte d'abord l'une des routes en chantier qui mène au stade de Japoma. Les parkings et toutes les voies d'accès sont également passés au peigne fin par le ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Ici, les ouvriers sont sur le chantier, mais les responsables de l'entreprise turque, Yenegun, maître d'œuvre, relèvent des difficultés dues au retard du paiement des factures par l'État. À Douala, le Minjo a également visité les chantiers d'aménagement des drains. Par exemple, au carrefour de la Cité des Palmiers, à Douala 5e, Célestine Ketia-Cortez a prescrit l'accélération des travaux en cours depuis bientôt 3 ans. Sur les retards qu'accusent plusieurs chantiers, les entreprises maîtres d'œuvre qui ont simplement arrêté de travailler, le cas d'Arab Contractors, évoquent des factures impayées par l'État. Une posture qui ne saurait justifier ce qu'elle a vu sur le terrain, répond Célestine Ketia-Cortez, qui invite ses entreprises à se remettre au travail, tout en garantissant que l'État va respecter ses engagements. Les difficultés financières, tout le monde les a, y compris l'État. Mais lorsque vous avez signé un contrat, il vaut mieux être sur le terrain et énoncer vos difficultés comme l'a fait le représentant des Yenegun. Vous avez arrêté tous les chantiers. Et vous avez parlé des consommations de crédit, des consommations
délais ou des comptes émis, mais vous n'avez pas parlé des crédits, des comptes payés. Moi, je pense qu'il est urgent que vous vous remettez au travail. Et pour ce qui est de paiement, on va voir ensemble comment faire pour faire payer pour les comptes. L'État est conscient. L'un des points sur lesquels le Mindio a mis un accent, c'est la livraison de 1000 logements sociaux en chantier depuis bientôt 10 ans à Yassa. C'est avec beaucoup de tristesse que j'aborde ce sujet qui est un sujet important qui permet à un État de se dire durablement développé. Nous étions sur le terrain. Plusieurs PME ont abandonné le chantier, ils ont été payés, ils n'ont pas fait le travail. Lorsque nous savons que le gap, c'est près d'1 million de logements qu'il faut, ça fait mal de voir que les entreprises camerounaises ont gagné des marchés et n'ont pas été capables pendant 8 ans à livrer des logements. Sur les problèmes d'assainissement pluvial, Fritz Ntone, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, a pris l'engagement devant le ministre du Développement urbain et de l'Habitat que ces chantiers seront livrés dans 4 mois, soit en juin 2019. Et au sujet de la situation du professeur Maurice Kamto, président du MRC et d'autres militants de ce parti politique, le collectif d'avocats qui s'est constitué pour leur apporter assistance, se plaint. Ils estiment que leurs clients, actuellement détenus au GMI du côté de SOA, au secrétariat d'État à la Défense, mais aussi au GSO, sont privés de droits de visite et d'assistance de leurs avocats en violation des procédures légales. Le collectif d'avocats fait savoir dans un communiqué que cette interdiction s'est matérialisée le vendredi 8 février, mais aussi samedi et lundi également 11 février à l'encontre des avocats où sont par ailleurs détenues plusieurs personnes qui ont été interpellées depuis une dizaine de jours. Et ces avocats précisent que même ce matin, 12 février, certains avocats, membres du collectif pour la défense du professeur Maurice Kamto, ont essuyé le même refus, motif pris de ce qu'une autorisation du commissaire du gouvernement doit être préalablement sollicitée par les avocats afin d'accéder à leurs clients. Et 3 avocats venant de Douala ont été empêchés de rencontrer les 2 avocats détenus au GMI à SOA. Joint au téléphone, séance tenante, le collectif fait savoir que le commissaire du gouvernement a renvoyé les avocats vers le procureur général. Le bâtonnier de l'ordre a été saisi de la situation étonnante selon le collectif, ce qui dénonce et condamne ce qui constitue une entrave à l'exercice professionnel des avocats, mais aussi une violation grave des droits fondamentaux de leurs clients. Ils ont dénoncé cette situation alors que des sources annoncent le président du MRC devant le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire du côté de Yaoundé depuis ce soir. Parlons à présent de ce sommet de l'Union africaine qui s'est achevé à Addis Abeba en Éthiopie avec la présidence attribuée désormais au président égyptien Al-Sisi, mais aussi des résolutions fortes concernant l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale, mais aussi des conditions à créer pour pour favoriser la création des emplois sur le continent africain. D'autres précisions avec Eric Martial Ndiomo. Félix Tshisekedi a été l'une des fortes attractions de ce 32e sommet de l'Union africaine. Il a multiplié les rencontres bilatérales avec plusieurs chefs d'État, de gouvernement et d'institutions, tels Antonio Guterres, Cyril Ramaphosa ou encore Paul Kagame et Alassane Dramane Ouattara. Je voulais venir saluer l'aîné, un des sages de l'Afrique et un des modèles de développement de cette Afrique que nous voulons voir progresser sur tous les plans. Donc je suis venu bénéficier de ses conseils, de ses orientations et de solliciter son soutien pour cette nouvelle expérience que nous commençons au Congo de l'alternance pacifique et démocratique. Une légitimation et une reconnaissance finalement actées dans les résolutions des travaux. Ce gouvernement maintenant a été largement reconnu. Notre devoir est de travailler de la meilleure façon possible pour aider à créer les conditions pour qu'il y ait une réconciliation nationale. Le président congolais, qui a pris la parole comme tous les chefs d'État fraîchement élus en Afrique, a été félicité par ses pairs et surtout porté à la 2e vice-présidence de l'institution africaine derrière Cyril Ramaphosa, le premier vice-président, et Abdel Fattah al-Sisi, le nouveau président en exercice. Ce dernier succède à Paul Kagame,
Ses principaux chantiers seront entre autres la résolution définitive du conflit libyen, la lutte contre l'immigration clandestine, l'accélération de la mise en place de la zone de libre-échange continentale, l'amélioration des infrastructures, la lutte contre le terrorisme et la préservation de la paix. On note aussi la baisse de 30 millions de dollars du budget de l'Union africaine. Ce budget était déjà passé de 790 millions de dollars en 2018 à 681 millions de dollars en 2019. Après l'Égypte, la présidence tournante de l'Union africaine reviendra à l'Afrique du Sud. Un public reportage dans ce journal, la Saint-Valentin, déjà en couleur. Dans les supermarchés d'œufs à Yaoundé, des rayons spéciaux ont été aménagés dans toutes les surfaces de la cité capitale des supermarchés d'œufs pour permettre aux amoureux de se procurer des produits, des articles, des cadeaux pour agrémenter la célébration de la Saint-Valentin. Reportage. Avec les supermarchés d'Orf, la fête de la Saint-Valentin aura un cachet particulier. À Dorf Bastos et dans toutes les autres surfaces disséminées dans la capitale, le temps est à l'amour. L'amour est doux, l'amour est bon. Et le 14 février, c'est l'occasion d'exprimer cet amour. L'amour entre Dove et ses clients, l'amour entre collègues, l'amour entre amis, l'amour entre frères et sœurs et évidemment l'amour entre partenaires. Et pour ne pas faire dans la dentelle, des rayons spéciaux ont été aménagés pour la circonstance. Ils présentent un large éventail de cadeaux à offrir au nom de l'amour. Nous avons véritablement déroulé le tapis rouge, comme vous pouvez le constater derrière nous, à tous les amoureux de la Terre. Vous avez des paquets prêts à offrir dans nos espaces spéciaux aménagés pour la Saint-Valentin. Dans les rayons de Dove, vous trouverez du chocolat qui parle pour vous si vous avez du mal à exprimer votre amour. Vous trouverez des petits cadeaux spéciaux comme celui que je tiens en main, qui paraît anodin mais qui fera plaisir à l'objet de vos désirs. Dans les rayons de Dove, l'amour se conjugue à tous les temps. Écoute ton cœur, écoute ton cœur, suis-le, va où il t'emmène. Dove saisit la balle au bon pour renouveler l'amour pur et sincère qu'il éprouve pour sa fidèle clientèle, laquelle a la possibilité, comme toujours, de faire des emplettes à des prix défiant toute concurrence. Écoute ton cœur, il t'a pour le supermarché Dove. À Dove, la célébration du 14 février vous réserve d'agréables surprises. Il suffit de faire un tour dans les rayons pour vous en convaincre. Avec Dove, l'amour se vit et se célèbre intensément le 14 février prochain. L'amour, le vrai, se célèbre à Dove. Dove vous aide à faire parler votre cœur. Et ça vient du fond de notre cœur. Nous vous disons I Dove You. Écoute ton cœur. Dove, I Dove You. Écoute ton cœur, il bat pour Dove. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Contrairement à Paul Biya, qui appelait les entrepreneurs de guerre à déposer les armes, Dr Shemouta Divine Banda appelle lui à un cessez-le-feu dans les deux camps. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés se rend compte que la situation sécuritaire ne cesse de se détériorer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il estime que pour pouvoir aller sur la table du dialogue, il faudrait que les deux camps impliqués dans les affrontements armés puissent déposer les armes afin de mettre un terme à ce climat d'insécurité observé dans ces régions. Lui qui a critiqué la stratégie de protection des espaces publics dans les régions anglophones, avec ce cas survenu hier dans la nuit de dimanche à lundi avec l'incendie criminel de l'hôpital et district de Kumba où il y a eu 4 morts selon le gouvernement qui a condamné cet acte barbare attribué aux groupes séparatistes et aussi qui a rassuré les populations sur toutes les mesures prises pour garantir la sécurité mais aussi pour œuvrer afin du retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est Jean. Bernard Okalia Bilay, une fois de plus, essuie des coups de feu de la part des séparatistes.
son convoi qui n'a pas échappé aux balles de ces groupes armés alors qu'il se rendait à Kumba pour faire l'état des lieux dans l'hôpital de Distri. Au moins 12 personnes blessées. Le gouverneur est sain et sauf selon les dernières nouvelles et il reste déterminé à assurer la protection de sa région du sud-ouest, elle qui vit souvent au rythme des journées villes mortes dans certaines localités de cette région anglophone. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel de Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.